mon général, monsieur le vice-recteur, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir et l'honneur de vous accueillir au sein de la base navale dans l'amphithéâtre Chalex pour la première édition depuis le mois de mai des conférences du Trinôme académique, ce qui est une conférence qui est toujours en lien avec le fil rouge de l'année 2024, la commémoration du 80e anniversaire du débarquement. Dans ce cadre, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Pasquale, maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Nouvelle-Calédonie. Madame, vous avez de nombreuses publications à votre actif, tout particulièrement centrées sur l'histoire locale, le patrimoine du territoire et la place de la Nouvelle-Calédonie au sein du deuxième conflit mondial. Vous avez également soutenu en 2007 votre thèse d'histoire sur la brigade du SAS pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est donc aujourd'hui naturellement que vous partagez, vous mettez à profit votre connaissance de cette unité de légende. Et je vous cède sans plus attendre la parole. Est-ce que ça marche? Oui, parfait. On va y arriver. Bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux pour un sujet qui, moi, évidemment, m'a passionné et me passionne, puisque ça a été mon sujet de thèse et que, comme vous devez peut-être le savoir, quand on fait sa thèse, c'est un peu son bébé. Hein, on l'aime particulièrement, ce sujet-là. Merci aussi à la base de me recevoir, au général. Et je voudrais aussi remercier l'université, bien sûr, d'être partenaire de ce trinôme académique et particulièrement Isabelle Amiot, également du vice-rectorat, qui m'avait proposé cette conférence. Donc voilà, les remerciements étant faits, je vais vous présenter donc cette unité, mais sous un œil un petit peu différent. Moi, j'ai fait de l'histoire militaire, mais je me suis intéressée à la partie, on va dire, légende, les représentations, donc la vraie histoire versus ce que l'on en tire. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'unité du Special Air Service, c'est une unité de force spéciale qui a été créée en juillet 1941. En pleine Seconde Guerre mondiale, donc, le front est plutôt à ce moment-là sur l'Afrique du Nord. Et c'est une unité qui va être composée à terme, je dis bien, de à peu près 3400 hommes. Ça équivaut à peu près 2 régiments, de régiments britanniques, 2 bataillons français et une compagnie belge. Donc c'est une unité assez internationale, même si, évidemment, nous, on connaît maintenant les SAS sous le côté britannique uniquement, et je vous expliquerai pourquoi par la suite. Il y a également à cela, alors je sais, l'organigramme là est très compliqué, mais... Ah, j'ai un petit butonio, c'est parfait. Donc en fait, pour vous expliquer, ici, nous avons les commandos initiaux britanniques qui s'appelaient l'Alley Force, d'où d'ailleurs ont été tirés les premiers SAS, et ils se sont versés petit à petit dans d'autres commandos qui petit à petit ont alimenté les différentes unités qui sont venues composer in fine la brigade que vous voyez ici, qui a été validée en janvier 1944 avec toutes les unités que je vous ai citées. En fait, on voit quand on remonte d'où ils viennent, d'où ils sont alimentés les uns après les autres. Et ce qui est intéressant, c'est de voir bien évidemment que la toute première pépite, ici, dedans, il y avait des Français, ce qu'on appelait le French Squadron. Donc, c'était un tout petit détachement, mais qu'on appelait quand même une brigade, et ça aussi, on verra pourquoi. Et la compagnie belge est arrivée plus tardivement, comme vous pouvez le constater ici. Bref, ils ont opéré en Afrique du Nord, puisque c'est là qu'ils ont débuté leur concept, finalement. Et puis, ils ont été ensuite envoyés, ils ont suivi le front, en fait, finalement. Hein. Donc, Afrique du Nord contre Rommel, l'Africa Corps. Puis ensuite, ils ont remonté sur les îles méditerranéennes, un petit peu la Crète, Pantelleria, Lampedusa, etc. Puis ensuite, le front a migré vers l'Italie. Donc, ils ont participé également à la campagne d'Italie. Et la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, parce qu'ils ont fait de la recherche aussi des criminels nazis. Et pour finir, la Norvège, puisqu'on avait terriblement peur qu'il y ait des armes particulièrement lourdes là-bas. La brigade a été dissoute. Je vais essayer de ne pas souffler dedans, je ne sais pas si j'y arriverai. Hein, mais donc la brigade a été dissoute le 5 octobre 1945. Donc
vraiment presque 5 mois après la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, parce que je répète que nous, ici, du côté Pacifique, ça se finit qu'en septembre, hein, donc c'était plus tardif. Et l'appellation SAS, telle qu'on l'a là, elle a été conservée par les Français dans une demi-brigade après la guerre, jusqu'en 1948, ça on le sait un petit peu moins, et par les Belges jusqu'en 1952. Et après ces deux dates-là, l'appellation SAS a disparu en fait de nos deux pays, et ils ont gardé une autre appellation qu'on connaîtra par la suite. Bref. J'ai travaillé donc sur les SAS pour ma thèse, j'avais détaillé leur mission, et la première chose quand j'ai commencé à faire l'état de l'art dessus cette unité-là, ce qui m'a particulièrement impressionnée, c'est la renommée qu'ils avaient. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait aucune thèse, aucun travail d'historien dessus, et pourtant ils étaient très 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 connus, mais vraiment très connus parce que moi j'ai fait ma thèse dans les années 2000 et il commençait à y avoir des programmes télé. Je suis désolée, je ne peux pas vous le diffuser là, j'avais prévu, mais la connexion n'est pas possible. Il y a des programmes, si vous tapez sur Internet, vous trouverez des programmes où il y a des SAS qui se battent contre d'autres unités d'élite et qui sont toujours des programmes actifs sur la chaîne 4, par exemple, en Grande-Bretagne. Et c'est ça qui avait fait aussi pas mal leur renommée. Mais on verra d'où vient en fait réellement leur renommée. Et donc le fait qu'ils aient autant d'aura, ils sont présentés comme des surhommes. Ma question d'emblée, quand j'ai commencé ma thèse, c'est mais le sont-ils ? D'autant plus que moi, j'avais mon grand-père, pour ne rien vous cacher, dans cette unité pendant la Seconde Guerre mondiale, donc ça m'intéressait particulièrement. Donc, j'ai axé mon travail sur l'espèce de fossé entre la réalité et puis la légende. D'où le fait que ma première question, c'était, quand j'ai commencé un petit peu à faire des recherches, la brigade s'est toujours présentée, les SAS se sont toujours présentés comme une unité qui est partie de rien et qui s'est faite toute seule et qui du coup se doit tout. Et ça allait très très bien avec la devise qui est « Who dares wins », qui ose gagne. Donc grosso modo, ils ont osé, ils n'avaient rien, ils ont osé et ils ont réussi. Mais la vraie question pour moi, c'était de me dire, ces victoires, et je ne parle pas que de victoires militaires, parce que nous avons des commandants ici de base et des gradés, et je sais qu'ils comprendront que la victoire elle doit être souvent administrative et politique. Et là, pour le coup, l'idée c'était de savoir s'ils avaient réussi à se créer par leur audace, par exemple, et à exister et à perdurer par leur audace, ou si, comme c'est inscrit dans le titre, ils ont eu de l'aide par leur réseau, par leur influence. Et pour commencer, pour essayer de voir cette première question, je commencerai par la genèse en fait des SAS. Donc les SAS, je vous ai dit, se sont créés en juillet 1941. Et quand on regarde qui a créé les SAS, c'est David Stirling, donc c'est le monsieur que vous avez ici, qui s'appelle le Phantom Major, enfin qu'on surnomme le Phantom Major. David Stirling, en fait, c'est un Écossais, un lord écossais, donc c'est un noble. Il a une brillante éducation, bien sûr. Il a fait de très très belles études. Il a été à Cambridge, qui est quand même l'une des universités les plus prestigieuses du Royaume-Uni. Bon, il y est resté qu'1 an. C'était apparemment déjà un rebelle dans l'âme, mais quand même. Donc, ce qui montre que même avec 1 an à Cambridge, il avait un petit réseau. Quand on essaye de détailler un petit peu la généalogie de ce monsieur, Peter, son frère, a été nommé 3e secrétaire à l'ambassade britannique du Caire. Or, les SAS ont été créés en Égypte, au Caire. Bon, vous allez me dire, peut-être coïncidence. Je veux bien. Le père, Archibald Stirling de Caire, est un général de brigade. Donc déjà, j'ai envie de dire que le programme de ce monsieur, la destinée était presque toute tracée. C'est un général de brigade des forces britanniques qui connaissait très bien le général Auchinleck. Et pour ceux qui connaissent un petit peu la Seconde Guerre mondiale, le général Auchinleck est donc un général qui a eu en charge une très très grosse armée, dans lequel d'ailleurs, en Afrique du Nord, les SAS ont opéré. Deuxième coïncidence, vous allez me dire. Il connaît également très bien le père de M. Stirling, le général Ritchie. Et le général Ritchie, c'est le responsable britannique, cette fois-ci, de toute la campagne
nord-africaine. Donc là, ça commence à faire gros quand même, point de vue coïncidence. Bon, le lien entre ces hommes d'influence et le fait qu'on ait pu accepter ce nouveau concept comme ça, en plein milieu de la guerre, on y voit déjà une petite ébauche de réseau. Il est vrai cependant que Winston Churchill, donc le Premier ministre britannique, à cette époque-là, était très intéressé par ce qu'on appelait les private armies. Alors les private armies, ce sont des armées privées, comme son nom l'indique, enfin sa traduction. En fait, ce sont des petites armées. Dedans, vous avez par exemple le Long Range Desert Group. C'est une petite armée qui allait dans le désert, des hommes qui avaient simplement des jeeps et qui allaient collecter des informations. C'est tout. Ou trimballer du matériel. Vous avez la Popski Army, qui était une armée avec un général d'origine polonaise, d'où il était surnommé Popski. Voilà. Vous avez les Shindits, dont vous avez peut-être entendu parler, qui faisaient de la guérilla dans la jungle, notamment en Inde. Vous avez le SIG, très intéressant, le SIG, jamais étudié, dommage. C'est le Special Investigation Group. Et le SIG, c'était des recrues juives, allemandes, qui devaient se faire passer pour des Ariens, pour des nazis ariens, et infiltrer donc l'ennemi comme ça. Donc toutes ces petites armées qui coûtaient pas grand-chose en fait à Churchill, donc ça lui allait bien, pouvaient finalement avoir un impact assez important. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est que Randolph Churchill, donc le fils unique de Winston Churchill, était SAS depuis 1942. Ça fait un sacré poids d'avoir quand même le fils du Premier ministre dans ses rangs. Donc, on complète la légende. Vous voyez, là-dedans, on est un petit peu dans ce move-là. Les SAS se sont définis, quand j'allais les interviewer, les vétérans, comme, en tout cas les premiers, ce qu'on appelait les originals, les tout premiers SAS, ils disaient qu'il n'y avait pas d'entraînement, il n'y avait pas de sélection, il n'y avait pas de test. En fait, les premiers sont rentrés par cooptation. Ça, c'est mon pote, je le connais, il tient la route, go, il rentre dedans l'unité. Les tout premiers sont rentrés comme ça. Ça n'a pas duré longtemps, évidemment, mais donc il y a eu déjà un effet de réseau qui est approuvé, qui est assumé, en fait, finalement, par l'association des vétérans, par l'histoire, en fait, finalement, acceptée mémoriellement et même historiquement, d'accord ? Donc, le réseau est vraiment un élément principal, si on regarde bien. Et alors, pour continuer là-dedans, je vais vous raconter une petite anecdote, parce qu'elle vaut son pesant de cacahuètes. Les SAS disaient que pour la création du French Squadron, pour l'intégration des Français, David Stirling est allé voir directement De Gaulle. On ne va pas voir les apôtres, on va directement voir Dieu. Donc, il est allé voir le général De Gaulle. Et il est rentré dans le bureau et il lui a demandé donc de lui prêter les quelques Français qu'il y avait là, qui étaient en train de rien faire au Moyen-Orient. Ça, c'est ce que dit la mémoire SAS, d'accord, donc les vétérans. Et De Gaulle lui aurait dit, il en est hors de question, parce qu'évidemment, il ne s'agissait pas de mettre des Français libres sous le commandement de Britanniques. Et quand il est parti, Stirling aurait marmonné, c'est la première fois qu'on me refuse quelque chose à moi, écossais. Et là, De Gaulle se sera arrêté, il a dit, vous êtes écossais, c'est bon, je vous laisse les Français. Bon, voilà, voyez un petit peu comment la légende se crée. Et quand nous, on cherche, évidemment, historiens, on essaye de démêler le vrai du faux. La réalité, c'est que, en fait, De Gaulle n'était pas au Moyen-Orient à ce moment-là, donc ça ne peut pas être lui. Il y a de fortes chances que si jamais la rencontre s'est faite, puisqu'il n'y a pas de traces dans les archives, ce soit Catroux, le général Catroux. Et comme il est moins connu, on s'arrange un petit peu avec l'histoire. C'est plus agréable, c'est plus sympathique de mettre évidemment carrément le général de Gaulle, d'autant qu'en plus, ça mutualise la haine contre le perfide Albion, ça renforce les liens historiques entre l'Écosse et puis la France, etc., etc. Donc vous comprenez un petit peu quelle est mon idée. Je vous ai mis quelques photos ici, qui vient du livre de Blackman, qui était un des brigadiers des SAS, et ce sont des très très belles photos vraiment que j'avais récupérées à l'association directement. Ça c'est Paddy Mayne, c'est un des hommes qui était le plus redouté chez les SAS parce qu'il était un peu fou, enfin en tout cas il n'avait pas de limite. Voilà. Et là je voulais vous montrer un petit peu l'entraînement parachutiste, puisque Special Air Service c'était pour évidemment qu'ils arrivent sur le terrain par les airs.
Et on va comprendre après pourquoi. Donc l'entraînement, c'est aussi une foule de légendes à l'intérieur, et tout aussi rocambolesques les unes que les autres. Donc pareil, l'entraînement, CSAS n'aurait eu personne, ni matériel, rien. Et on leur a dit, OK, banco pour monter votre unité, Monsieur Sterling, mais débrouillez-vous. Donc, ils auraient volé des jeeps qui devaient partir pour l'Inde, ils les auraient réadaptés, etc., etc. Et même dans l'entraînement, comme ils n'avaient pas vraiment de terrain d'entraînement au démarrage, les vétérans racontent que pour vraiment être sûrs d'être au point sur leur concept, qui était donc d'attaquer derrière les lignes ennemies, notamment les aérodromes de la Luftwaffe en Afrique du Nord, parce qu'ils avaient la suprématie des airs et qu'il fallait détruire les avions. Ils se sont entraînés sur leur propre RAF, donc leur propre Royal Air Force, sur la base d'Héliopolis et sur également la marine, hein, comme si voilà, on venait donc les commandos d'ici venaient attaquer la base ici navale, par exemple. Donc là, c'était dans le port de Suez. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient des bombes factices. L'idée, c'était qu'il fallait qu'ils s'infiltrent sans que personne ne voie rien, mettre des bombes sur les différents appareils. Puis le lendemain matin, évidemment, les supérieurs ont vu ces espèces de fausses bombes. Ils ont pris peur, mais ils ont vite compris que c'était faux. Ça a fait un gros remous, vous imaginez bien, à l'intérieur du commandement. Mais c'était l'idée. Il n'y a aucune archive qui mentionne ces épisodes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? À cette époque-là, tout n'est pas complètement noté non plus. Donc, c'est difficile de savoir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on reste dans cette idée de qui ose gagne. On va oser, on va aller sur la base navale, on va aller au milieu de nos propres avions, de nos propres troupes, et puis on va les menacer finalement par des fausses bombes. Bon. Il y a quand même des cailloux dans la chaussure. Alors je reviens juste en arrière. Les petits cailloux dans la chaussure de la mémoire que s'est forgé le SAS, c'est par exemple ce monsieur. Alors Jock Lewis, c'est qui? C'est un des originals, donc un des tout premiers SAS, vraiment un proche ami de David Sterling, qui est mort d'ailleurs en opération. Et donc c'est sa famille c'est John Lewis, vous voyez, sa famille qui a publié un livre en disant, vous lisez bien, Co-founder of the SAS. Donc grosso modo, David Sterling n'est pas le seul père de cette unité, mais il y aurait un beau-père ou un couple homo, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, pour finalement créer cette unité. Bon. Jock Lewis, en fait, est très important, est une figure très importante chez les SAS parce qu'en fait, dans l'équipement SAS, rien n'était fait pour eux. Les commandos avant les SAS, avant les petites armées privées, c'était finalement pas du tout les commandos tels qu'on les imagine, c'était des troupes assez importantes qui attaquaient et donc qui n'avaient pas du tout l'effet escompté que l'on connaît maintenant des forces spéciales et des forces d'élite. Donc, pour pouvoir être efficace, il fallait qu'ils adaptent tout le matériel, d'où le fait, par exemple, comme vous pouvez le voir, la Jeep qui est particulièrement remasterisée, et lui c'est un peu le MacGyver, désolé pour la vieille référence, mais c'est un peu le MacGyver de cette unité. Donc mettre des Vickers devant, le système également des réservoirs qui sont remplacés, réservoirs d'eau remplacés pour mettre beaucoup d'essence pour aller beaucoup plus loin, mettre une bâche derrière pour pouvoir effacer les traces de la Jeep, etc., etc. Donc les armes, tout a été retraficoté et il a fait notamment ce qu'on a appelé la bombe Lewis, donc une bombe spécifique parce qu'il fallait. La tactique était d'aller dans un aérodrome par surprise. Avec la Jeep, de rouler au milieu, de jeter les bombes à l'intérieur des différents appareils et de partir. Aussi vite arrivé, aussi vite parti, tout explose. On a cloué au sol finalement la Luftwaffe, on a réussi. C'était l'idée, d'accord, de départ. Sauf que voilà, le caillou dans la chaussure, c'est que du coup, la famille de Jock Lewis dit que, évidemment, c'est un des co-fondateurs de cette unité. Ce qui n'a jamais été accepté par l'association officielle des SAS, qui est vraiment une association cerbère. Pour rentrer, pour aller voir les archives, je vous jure que j'avais l'impression d'être James Bond, avec la lecture de la rétine, les empreintes, enfin la totale. Je veux dire, j'ai été dépouillée et fouillée, quoi. Donc, un premier caillou. Il est également intéressant de noter une autre chose qui n'est pas totalement vraie,
dans la légende, c'est que les SAS, de la même façon, notamment les Français, particulièrement les Français, on sait que les Français en est râleurs, là, ça n'a pas loupé non plus. Après la guerre, la plupart des SAS français disent on n'a pas été récompensé, on n'a pas eu la carrière qu'on aurait dû avoir avec le sacrifice, les risques que l'on a pris et l'entraînement, enfin, etc., au sein des SAS. En fait, en creusant, ce sont tous les Français libres qui pensent ça. Il y a eu carrément une thèse, une HDR, qu'on appelle une HDR, une habilitation à diriger des recherches de Jean-François Murassiol, qui démontre cela, qui dit qu'en fait, tous les Français libres pensent qu'ils ont eu une vie post-guerre qui n'était pas à la hauteur de ce qu'ils auraient dû avoir en termes de reconnaissance. Il est difficile de souscrire à ça, soyons clairs, pour plusieurs raisons. D'abord parce que déjà Jean-François Murassiol a démontré que les Français libres, par une forme d'ailleurs de cohésion forte, ont particulièrement réussi leur vie après. Je vais passer sur d'autres photos aussi pour vous montrer un petit peu. Et puis surtout parce qu'il y a un homme que je vous montrais tout à la fin, qui s'appelle Georges Cahutu-Colly. Georges Cahutu-Colly a été quand même le secrétaire général de l'Association de la France libre pendant 30 ans, et c'est un SAS. Donc je rappelle, parmi les Français SAS, ils sont à peu près 1600 sur 20 000 Français libres, et c'est un SAS qui a contrôlé la plus grande association de vétérans pendant 30 ans. Donc dire qu'ils n'ont pas réussi, c'est un petit peu dur. Et c'est pareil pour beaucoup d'autres parcours en fait, des SAS. De la même façon, certaines femmes, j'espère ici, connaîtront le nom de Lucien Neuwirth, qui était un député et qui, lui, a légalisé la pilule. Et qui a fini donc député. C'est un SAS. Alors, il avait eu, lui, une histoire. Je fais la petite parenthèse, évidemment. J'en profite tant que j'ai le micro. Il a été sauvé in extremis par, vous savez, c'est comme dans un film, quoi, hein, sauvé in extremis par un médaillon en fer, alors qu'on lui tirait quasiment à bout portant. Donc, un des plus jeunes SAS, d'ailleurs, il avait triché sur son âge pour pouvoir rentrer dedans. Et si on regarde en Nouvelle-Calédonie, il y a beaucoup finalement de reconnaissance sur les 7 SAS qu'on a ici. Il y a quand même la base Paul Klein, qui porte le nom d'un SAS. Il y a le monument qui est sur cette base même. Vous avez une vitrine à l'intérieur du nouvel espace muséographique qui est sur la base. Vous avez une vitrine dans le musée de la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est pour ne parler que des choses qui sont muséographiques. Si on regarde, par exemple, j'ai fait une conférence dans cette même salle il n'y a pas très longtemps sur les femmes, qu'on estime à presque 200, qui ont postulé pour être embarquées et pour être françaises libres. On n'a aucun monument aux femmes qui ont voulu s'engager dans cette guerre, y compris qu'il y en ait 2 qui soient partis. De la même façon, pour les FNFL, elles ont été beaucoup plus nombreuses pour un monument en fait, qui leur est attribué. Les miliciens n'en ont pas, etc., etc. Donc, c'est déséquilibré si on regarde, bien sûr, proportionnellement, etc. Bon, ensuite, il y a autre chose qu'il faut voir. Vous allez me dire, oui, mais la SAS, ils risquent gros. C'est vrai, ils partent derrière les lignes et on leur a toujours dit, quand vous partez, il n'y a qu'un ticket aller. Le ticket retour, vous vous débrouillez. C'est pour ça que d'ailleurs, la première mission a été catastrophique. Ils ont été parachutés 1000 fois trop loin, ils n'ont pas géré le vent, la météo, ils se sont accrochés au concept de parachutage et en fait, ils ont été trop déportés et ça a été une grosse catastrophe, cette première mission. Mais si on regarde réellement, par exemple, à l'intérieur même des SAS, on ne peut pas tous les mettre sur un pied d'égalité. Regardez un SAS comme mon grand-père, par exemple, ou Paul Klein, qui est parti d'ici. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas de mérite, mais ils sont partis d'une terre qui était française libre. Ils n'avaient pas à se cacher de leur engagement. Ils n'avaient pas à lutter pour aller rejoindre Londres. Un résistant, un Breton, qui s'engage en France en 1940 ou 41, qui doit cacher son envie de partir, de s'engager, qui doit traverser toute la France, passer par les geôles espagnoles, ou pire, traverser la Manche avec une petite embarcation de fortune, parce qu'il n'y a pas de navette, même celles du Mont d'Or, sont très bien, vous voyez, pour l'époque. Donc, honnêtement, ce sont 2 parcours qui sont complètement différents et on ne peut pas, là non plus, jauger le risque versus la reconnaissance.
Ah oui, alors j'avais d'autres photos. Bon, ça c'est en Italie, parce qu'ils sont après, je vous l'ai dit, partis en Italie. Donc on a vraiment différentes opérations. Et ça, c'est une opération qu'ils ont beaucoup décriée, parce qu'ils ont été réemployés comme une armée régulière. L'état-major, à ce moment-là, n'a pas compris quel était le concept SAS. David Sterling avait été emprisonné. Il était à la prison de Colditz et en fait, ils ont été reversés dans l'armée sans être utilisés pour ce qu'ils savaient réellement faire. Donc, ils ont eu cette période-là de l'Italie qu'ils n'ont pas tous très très bien vécu, soyons clairs. Ma deuxième interrogation, c'était de me dire, parce que quand je les ai interrogés, pareil, il y a un film qui était connu en France, enfin, qui était connu à l'époque, bien sûr, c'est Le Bataillon du Ciel. Le Bataillon du Ciel, c'est un film qui part d'un livre qui a été écrit par Joseph Kessel, qui est reporter de guerre à ce moment-là et qui se retrouve dans les pubs londoniens avec des SAS qui discutent et qui se rendent compte un petit peu de leur épopée. Et contre toute attente, alors que les SAS du côté britannique, il fallait surtout pas moufter mot, les Français avaient plutôt la langue un peu pendue à ce moment-là. Donc, on va dire que Joseph Kessel a eu de quoi faire un livre et un film par la suite. Et donc, dans ce film-là, on voit des personnages emblématiques français et dont un personnage intéressant qui est le Kanak. Vous le voyez ? Voilà, qui est joué par Marcel Mouloudji. Donc l'idée des SAS, y compris chez les Britanniques, c'est de dire oui, nous on accueillait tout le monde. On était une unité très multiculturelle, hétéroclite, enfin tout ce que vous voulez. Composé d'hommes du monde entier, et ça pouvait tenir la route, puisque les SAS étaient d'origine britannique et française au démarrage, et que c'est les deux plus gros empires coloniaux. Donc ça peut matcher. Sauf que quand on fait des statistiques, et là je vous avoue que c'était le plus gros et le plus fastidieux de mon travail, d'aller récupérer tous les dossiers, de noter qui était marié, qui n'était pas marié, quel âge ils avaient quand ils se sont engagés, d'où est-ce qu'ils venaient, etc., etc. Quand j'ai fait les statistiques, évidemment là je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup moins d'indigènes, tels qu'on les appelait à l'époque, dans les SAS que dans l'armée régulière, où on avait carrément, certes, des troupes entières, puisque les tirailleurs chez nous, ils n'étaient pas mélangés, mais il y en avait quand même beaucoup plus en général. Et dans la statistique, un SAS est quand même très, 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 très majoritairement un soldat européen blanc, un homme célibataire. Alors, Paul Klein n'était pas célibataire, il faisait partie de ces exceptions, plutôt des hommes instruits et des hommes assez jeunes, soyons clairs. Donc, ce qui est intéressant là dans l'affaire d'Henry Brown, parce que le Kanak c'est Henry Brown, d'accord, c'est l'un des SAS qui s'est engagé ici, qui vient de Poum. Donc, l'affaire de Henry Brown, ce qui est intéressant là, c'est qu'on a un seul homme sur 3400 qui a été on va dire, médiatisé, voilà, on va dire ça comme ça, alors qu'on a toute une unité avec le même concept SAS, avec des actions hyper importantes, mais qui est passé complètement à la trappe et dont on n'a jamais entendu parler. C'est le fameux Sacred Greek Squadron. Donc si je reviens sur ma première, c'est celle-là. Là. Voilà. Vous voyez, je l'ai même mis ici pour que vous le voyez. Ce sont des Grecs qui ont été embauchés, enfin recrutés pour aller se battre en Grèce et sur le même concept que les SAS, tout comme on a le Special Boat Squadron, mais qui est un petit peu plus connu quand même, parce que eux, ce sont des Britanniques, ce ne sont pas des Grecs. Alors la vraie question se pose, est-ce qu'ils ne sont pas connus, ceux-là, parce que ce sont des Grecs et que ce ne sont pas des Britanniques? Est-ce qu'ils ne sont pas connus parce que ça se passe en Grèce et que ça ne se passe pas sur un terrain, sur un front, on va dire, assez connu, assez important? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu une histoire très conflictuelle après avec la Grèce et qu'on a eu du mal à gérer la Grèce après la guerre? J'ai aucune idée là-dessus. Honnêtement, certainement un petit peu de tout ça. En tout cas, vous voyez qu'on a toute une unité complètement oubliée versus un homme qui a sa destinée écrite et connue. Donc une forme de déformation de la réalité. Et sans dire que c'est une preuve, bien sûr, ce que je vais annoncer là, mais l'appellation SAS, elle existe toujours. Et elle a été adoptée dans quasiment toutes les ex-colonies blanches du Commonwealth. En 1947 au Canada, les SAS canadiens, il y avait les SAS rhodésiens,
En 1955, les Néo-Zélandais. En 1957, les Australiens. Donc, encore une fois, vous en tirez les conclusions que vous voulez, mais ça interroge. Voilà, je vous montre d'ailleurs ces différentes unités. Là, on est sur le Sacred Greek Squadron, hein, donc celui-là, celui dont je vous disais dont on n'a jamais entendu parler, ou très très peu. Là, on a toutes les insignes, enfin, en tout cas canadiennes, que vous pouvez voir ici. Et là, vous avez bien sûr le prince Harry qui fait une visite officielle. Ensuite, la troisième question que je me suis posée, c'est dans les héros, on a toujours besoin de héros, on a toujours en tout cas un panthéon, d'accord, dans une arme, quelle qu'elle soit, un panthéon d'hommes, un panthéon de batailles aussi, qui sont des batailles phares. Et ma question, c'était, est-ce que les premiers sont les meilleurs? Puisque la plupart des héros SAS sont ce que je vous ai appelé les originals, donc les premiers, d'accord, qui se sont engagés. Alors, il faut comprendre que dès le début, l'unité SAS, elle a très vite compris qu'il fallait qu'elle maîtrise l'information. C'était presque même une arme à elle toute seule. Tout a commencé d'ailleurs par un mensonge. Le fait d'appeler les SAS une brigade, au tout début, vous avez vu, hein, le premier schéma où je vous ai montré, c'était un tout petit détachement. Il n'y avait même pas 270 hommes. Et c'était vraiment tout petit en termes d'organisation. Le terme de brigade était aussi pour donner une importance, de la même façon que l'on a appelé David Stirling le Major Fantôme. Un fantôme n'existe pas. Un fantôme fait peur. Enfin, vous voyez, il y a toute une communication derrière qui est très intéressante. Et je vais vous raconter une petite anecdote sur une mission qui est vraie cette fois-ci. En tout cas, j'ai la certitude que c'est vrai, qui s'appelle la retraite de la colonne Elster. Les Français, cette fois-ci, étaient donc, après le débarquement de Overlord, ils ont été envoyés quasi en même temps. Hein, c'est même les premiers d'ailleurs à avoir été sur le sol français. Ça non plus, ça ne se sait pas. Mais voilà, bien avant tous les autres, c'est les SAS français qui étaient sur le sol de France. Et ils sont arrivés à minuit, quelques. D'ailleurs, il y a eu un premier mort tout de suite. C'est un SAS aussi, Bouetard. Et après la campagne de Bretagne, ils ont été parachutés en Loire. Enfin, ils n'ont pas été parachutés, ils sont descendus avec les jeeps dans la Loire. Et pour ceux qui connaissent un petit peu la Seconde Guerre mondiale, je vous rappelle donc que les troupes allemandes se cantonnent sur le littoral, puisqu'elles avaient peur d'un débarquement ennemi. Et qu'on avait donc toute cette frange du littoral qui était gavée de nazis et de troupes de la Wehrmacht. Et donc, ces hommes, quand ils ont vu le débarquement de Overlord et après, par la suite, le débarquement de Provence, pour ne pas se faire prendre en tenaille et donc rester bloqués du côté, ouest, et ne pas pouvoir rejoindre l'Allemagne, ils ont commencé à faire une retraite pour aller se diriger vers l'Allemagne. Les SAS ont été envoyés comme éclaireurs pour empêcher cela. C'était le côté psychologique. À très peu d'hommes, ils pouvaient perturber en fait beaucoup de garnisons parce que justement ils sabotaient, etc., etc. Et quand ils sont arrivés, il y avait donc déjà la retraite qui était en train de se faire de la colonne Elster pour que cette colonne se rende, alors qu'ils étaient, enfin on estime entre 20 000 et 3 500 hommes selon où vous prenez le début et la fin de la colonne, vous voyez. Eux, ils étaient 340. Pour les arrêter, ils ont pris une technique, c'est qu'ils ont, avec leurs quelques jeeps qu'ils avaient, leur trentaine de jeeps à peu près, ils ont fait un système de montée en haut d'une colline, en pleine nuit, avec les phares allumés. Ils sont descendus avec les phares allumés, ils ont éteint les phares, ils sont remontés la colline, ils ont rallumé les phares, etc., etc. Et donc on avait l'impression, du coup, qu'il y avait une colonne sans fin de jeeps qui arrivait. Voilà l'ingéniosité en fait SAS. C'était un petit peu comme ça que ça marchait, et c'est comme ça que le lendemain, le général Elster a eu tellement peur qu'il s'est rendu avec une partie de ses hommes. Donc ils ne se sont pas contentés, bien sûr, d'exagérer les faits, mais pour beaucoup, ça a été le cas, et on le voit je le répète, dans les hommes, ce sont souvent les premiers, en fait. Quand j'essaye de chercher pourquoi ils ont été mis en avant, c'est souvent parce que ce sont les originals. Donc, en fait, ils ont eu l'audace, finalement,
de s'impliquer dans cette unité, même si ce ne sont pas forcément les meilleurs. Et j'en veux pour preuve le fait que dans les Originals, ils portent un béret rouge, alors que les autres portent un béret noir ou un béret vert. Donc, même physiquement, d'un point de vue vestimentaire, ils sont mis en avant. Le fait que ce soit les premiers et pas les meilleurs, j'ai envie de dire, c'est un peu une spécificité britannique. Parce que quand on regarde la Première Guerre mondiale, Gallipoli, c'est une défaite. Enfin, et ils ont souvent ce truc-là. Les Anzac, première bataille, baptême du feu, clac, ça y est, c'est notre bataille emblématique. Nous, on se prend une tôle, on n'a pas du tout envie de la mettre en avant. Mais eux, ça leur pose aucun problème. C'est vraiment l'idée de la bataille du feu. Parce que, encore une fois, la première opération SAS a été un désastre. Donc, comment ont-ils pu continuer alors que ça a été un tel désastre? Pareil pour les premiers morts. Zirn-El, par exemple, qui a écrit la prière du parachutiste, que l'on a encore dans les troupes TAP. Lui aussi, en fait, n'a pas eu des faits de gloire mirobolants. Mais il faisait partie des premiers du French Squadron. Il a laissé cette prière. Il a une forme de reconnaissance. De la même façon pour Bouétard. Bouétard, il est mort bêtement, en fait. Il est arrivé en Bretagne au moment du débarquement, donc près de Saint-Marcel. Il s'est fait débarquer et en fait, il a mal atterri, il est mort. Donc bon, pas de chance, mais quand même, c'est le premier mort. Donc voilà, il a une forme d'aura là-dedans. Et ça continue. Ce système-là du premier, le meilleur, continue, puisque à l'intérieur des SAS, je reviens en arrière, excusez-moi, mais à l'intérieur des SAS, vous voyez, là, ceux-là, ils rentrent dans, tac, le premier. Le premier, autant vous dire que eux, c'est des bleus. Parce que le premier récupère les Originals. Et dans les Originals, c'est dans le Squadron A qu'ils seront. Donc, le Squadron A est meilleur que tous les autres, etc., etc. Et ça va perdurer comme ça. Le French Squadron va aller dans le 4e SAS. Le 3e sera les petits bleus. Et alors d'autant plus qu'en plus le 3e a été recruté en Algérie, qu'il y avait déjà le débarquement qui avait été fait, donc on considère qu'ils n'ont pas, c'est pas des vrais résistants de la première heure, etc., etc. Se joue derrière aussi tout ça. Se joue aussi autre chose du point de vue des Français, parce que nous on complique toujours les choses, c'est que chez les Français, donc il y a l'appellation Français libre. Alors pour ceux qui ne le savent pas, les Français libres, on ne peut avoir cette étiquette de Français libres que jusqu'au 1er juillet 1943. Si vous vous êtes engagé après le 1er, 31, je ne sais plus, 1er ou 31 juillet 1943, c'est foutu. Vous êtes France combattante, c'est pas pareil. Et donc, à l'intérieur des SAS, le French Squadron, c'est le top du top, et ceux qui sont FFL, c'est le top. Voyez, et puis les autres, c'est les autres. Voilà, grosso modo. À l'intérieur, quand ils se rencontrent, c'est un petit peu ça. Il n'y a même dans les batailles, donc je l'ai dit, ça a été la même chose. C'est-à-dire que cette hiérarchie perdure sur les batailles majeures, alors que par exemple, il y a eu des batailles très importantes, comme la bataille de la Crète, dans lesquelles les SAS ont participé, et dans lesquelles notamment le Sacred Greek Squadron a après continué d'intervenir. Et cette bataille de la Crète, elle a permis de libérer la Méditerranée et de pouvoir prendre pied sur le sol européen. Donc elle n'est pas rien, et pourtant, c'est pas celle-là que l'on va retenir, bien sûr. Il y a une bataille qui sort de l'ordinaire et qui ne va pas dans ce que je suis en train de vous dire, qui ne répond pas à ces critères-là, c'est la bataille de Sensey-le-Grand. Pourquoi la bataille de Sensey-le-Grand? Alors, voilà, il l'a fait là, vous voyez, là c'est inscrit Sensey-le-Grand. C'est monsieur Georges Cailles-Tucolly, c'est le fameux Georges Cailles-Tucolly. La bataille de Sensey-le-Grand, donc, qui a eu lieu le 4 septembre 1944, donc là c'était un anniversaire phare. C'est une bataille importante pour les SAS parce qu'il y a eu 3 unités sur les 5 qui ont été impliquées dans cette bataille. Et comme évidemment il ne fallait pas trop regrouper les SAS, l'idée au contraire c'était de les disséminer et surtout pas qu'ils se fassent prendre. Là, celle-là a été particulièrement importante. C'est une forme d'ailleurs de bataille de camaraderie, bien plus qu'une bataille pour le côté militaire de la chose et le côté stratégique de la chose.
je vais quasi finir. Donc voilà, pour vous montrer des statistiques que j'avais. Alors c'est très compliqué de faire des statistiques sur une unité qui joue sur l'aspect psychologique. Parce que comment vous arrivez à jauger ou à imaginer que, ben oui, d'accord, ils n'ont pas détruit beaucoup d'avions, mais les Allemands sont terrifiés à l'idée qu'ils puissent revenir, ne savent pas qui ils sont et pensent qu'ils sont des milliers, etc., etc. Donc l'aspect psychologique joue énormément et c'est très compliqué de pouvoir jauger du succès ou de l'échec. Mais disons que s'il y a eu beaucoup de pertes en tant qu'homme, puisque évidemment l'homme là, le SAS c'est vraiment important, je considérais que c'était un échec parce que remplacer un SAS, c'était pas rien. Donc, en conclusion, donc voilà, je voulais vous montrer, ça c'est la fameuse émission télé que je voulais vous montrer, hein, où s'affrontent des SAS avec des fois d'autres forces d'élite étrangères, par exemple les Marines ou autres. Voilà. On se retrouve avec un espèce de Koh-Lanta, version militaire, hein, qui fait fureur aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Et en fait, pourquoi les SAS ont été connus, et ça c'est comme ça que je vais finir, en Grande-Bretagne, ils ne sont pas très fans d'être connus, même si ça les a un peu sauvés, soyons clairs. Mais ils ne sont pas très fans d'être connus parce qu'évidemment, tout leur boulot, c'est évidemment qu'on ne sache rien sur eux et qu'ils puissent opérer le plus tranquillement possible. Ce qui s'est passé, c'est qu'au moment du siège de l'ambassade d'Iran, en mai 1980, donc il y a eu une prise d'otage. Et cette prise d'otage a mal tourné. Et du coup, Margaret Thatcher, à l'époque, la Première ministre, a envoyé donc les SAS qui étaient son unité d'élite. Et bon, il y a quand même eu des couacs. Hein. Le sergent qui était en charge des troupes s'est pris les pieds dans la corde. Enfin, il y a quand même eu des couacs dans cette opération Nimrod. Mais ce qui est intéressant à retenir, c'est que, comme comparé à la Seconde Guerre mondiale, les médias diffusent en direct, en fait, ils ont été bleus sur le fait, ils se sont fait prendre en fait sur leur capacité, leur identité, leurs moyens d'action, etc. en direct, puisque l'ambassade était à South Kensington, en plein dans une grande rue, et qu'il fallait passer par la fenêtre. En tout cas, c'est la stratégie qui avait été opérée, et du coup, on les a vus. Et là, d'un coup, comme en plus ça s'est déroulé un jour férié, à 1 heure de grande écoute, autant vous dire que tous les programmes se sont arrêtés, que tous les Britanniques étaient devant, que c'était encore mieux que Koh-Lanta, et de voir comment allait se finir en fait cet épisode-là. Par la suite, ça les a servis et desservis. Pourquoi je disais ça? Ça les a desservis parce que après ils n'étaient plus finalement inconnus. Hein, donc les autres pays, les autres armées se sont énormément renseignés dessus. Et puis il y a eu beaucoup de SAS, anciens SAS, qui ont voulu se faire un petit peu d'argent et un petit peu de renommée. Donc quand ils sortaient des rangs, ils allaient sortir le livre qui allait bien sur la méthode SAS, ceci, cela. Mais ça les a aussi servis parce qu'ils étaient en berne à ce moment-là du point de vue de la sphère politique. On se demandait en fait pourquoi on payait si cher ces hommes et leur entraînement et leur matériel, etc. alors qu'ils ne servaient à rien. Et là, pim, évidemment, arrive l'action suprême qui a permis de relancer finalement tous les crédits qui sont arrivés sans aucun problème, n'est-ce pas, pour financer les SAS par la suite. Des dérapages, il y en a eu, hein, ça ne veut pas dire que la légende est toute blanche. C'est compliqué de parler des dérapages parce qu'évidemment, vous avez une omerta énorme, comme l'armée et la Grande Muette, je ne vais pas vous l'apprendre, certainement pas aux 3/4 des gens qui sont ici. Mais c'est aussi parce que tout est basé sur l'effet de fraternité, de camaraderie. On ne dénonce pas son frère d'armes. Les liens sont très très forts. Et même si le frère d'armes a peut-être tué un de vos camarades en mission, sur une histoire de fille, etc., etc. Vous voyez, ça arrive aussi, hein, ça reste des hommes. Et la légende aussi s'arrange, c'est-à-dire qu'un Sterling a quand même été poursuivi en cour martiale pour désertion. Mais comme il a fait les SAS et que l'histoire a bien tourné, maintenant, au contraire, c'était un rebelle, c'est la légende blanche qui prend le dessus. Donc, évidemment qu'on peut voir tout blanc ou tout noir dans cette histoire sur les SAS, mais ce qui est sûr, c'est que la légende fait aussi partie de leur réussite militaire.
Et c'est pour ça que je voulais faire cette conférence, pour vous démontrer, bien sûr, que let's dare and wins, hein, laissons-les oser et réussir, même si au départ, le concept était quand même assez mal barré, j'ai envie de dire, tant par le peu de force qu'ils ont eu que par le fait que les commandos initiaux, qui étaient issus des théories de Laurence d'Arabie et des commandos anglo-boers, n'étaient pas très aboutis. Donc, voilà, je vais finir cette conférence là-dessus. Oui, voilà, je vais finir cette conférence là-dessus et vous laisser place aux questions. Je pense que ce sera plus intéressant. Merci. Merci pour cette présentation très complète. Vous avez évoqué les Calédoniens. Je ne sais pas, et je pense que vous le savez par vos recherches et votre proximité familiale, si lorsqu'ils ont quitté la Calédonie, ils savaient qu'ils partaient pour les SAS, ou c'est un processus de recrutement à Londres qui a fait qu'ils ont basculé dans ce type d'unité. Et est-ce que c'était connu de la Nouvelle-Calédonie aussi loin des théâtres européens? Non, pas du tout. Alors, encore moins à cette époque-là. En fait, le processus, dès que vous veniez d'un... Alors, encore pire, quand vous veniez d'un endroit qui était occupé par les forces ennemies, comme par exemple les résistants, il passait par ce qu'on appelle Patriotic School, donc, qui n'était pas du tout une school, hein, qui était plutôt un endroit où on leur faisait passer une batterie d'examens pour vérifier qu'ils étaient, somme toute, de bonne foi et qu'ils n'étaient pas des futurs agents infiltrés. Et au sein de Patriotic School, on voyait en fait leur desiderata, d'abord parce que on manquait d'hommes, clairement. Il faut quand même rappeler qu'entre juin 40 et juin 41, il y avait en fait que la Grande-Bretagne qui se battait jusqu'à ce que l'URSS rentre dans le jeu et qu'en décembre, les États-Unis rentrent dans le jeu aussi. Donc, on ne faisait pas trop la fine bouche, même s'il fallait quand même surveiller qui rentrait sur le territoire. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième, alors concernant les Calédoniens, ils étaient moins surveillés puisqu'ils venaient d'une terre qui normalement était amie. Pour autant, ont été choisis des hommes qui déjà, ils sont tous du deuxième contingent. Ce qui veut dire que le premier, de toute façon, était affecté à une unité française. Et il le fallait parce que De Gaulle avait besoin d'une forme de légitimité, de souveraineté. Dans le deuxième contingent, on s'est permis d'en extirper 7 qui, en fait, pour certains, avaient déjà des connaissances les uns avec les autres. Donc, il y a eu une forme de cooptation aussi en interne pour se suivre les uns les autres. Et alors, en ce qui concerne, par exemple, mon grand-père, Paul Klein, il voulait être aviateur. Enfin, Paul Klein l'était. Et mon grand-père voulait être aviateur. Et donc, quand ils ont demandé ça, arrivé en 43, on leur a dit « Mais le temps que vous fassiez votre formation, la guerre sera finie. C'est pas la peine. » Donc, pour rester quand même dans les airs et dans l'armée de l'air, puisqu'à cette époque-là, les parachutistes étaient de l'armée de l'air, eh bien, on les a basculés dans des troupes aéroportées. Mais il y en avait peu. Et ils se sont retrouvés, mais sans le savoir, en fait, finalement, sans l'avoir demandé, dans cette troupe SAS. Voilà. Fanny, bravo pour ce que tu nous as raconté sur CSAS, mais je pense qu'on est tous ici avides de connaître le cheminement, finalement, de CSAS calédoniens depuis leur départ de Nouméa dans le deuxième contingent, comme tu l'as dit. On va peut-être préciser la différence entre le premier et le deuxième contingent pour ceux qui ne connaissent pas ça. Et puis leur cheminement jusqu'à la Bretagne, c'est-à-dire en relation avec notre 80e anniversaire qu'on fête. Alors, ils se sont engagés, pour la plupart d'ailleurs, ils se sont engagés tardivement. Alors, de ce que j'ai su après par les témoignages, j'avais interviewé Paul Klein, par exemple, et mon grand-père. J'avais interviewé Arbulot, la veuve Cornaille. Il y en a certains qui étaient déjà décédés quand j'ai commencé ma thèse, donc je n'ai pas pu avoir toutes les infos. Mais pour beaucoup, ils sont partis tardivement parce que, par exemple, en ce qui concerne Paul Robineau et en ce qui concerne Paul Klein, ils étaient plus âgés, ils étaient à charge de famille. Donc aussi, je pense que Mimine à la maison n'a pas dû être très contente qu'il se bat, pour être un peu trivial. Et puis, donc une fois partis, donc ils sont partis avec le deuxième contingent et arrivés donc à Londres, puisque eux ont continué jusqu'à Londres. Hein, ils ont commencé un entraînement en Écosse, dans lequel ils ont passé, et ça c'est assez exceptionnel, un double brevet de parachutiste, brevet anglais
qui se passait à l'école de Ringway, et brevet polonais, parce qu'à l'époque, c'était les Polonais qui tenaient le haut du pavé des troupes aéroportées, et comme ils avaient été très vite envahis, puisque 1er septembre, c'est la Pologne qui morfle, les Polonais résistants, en fait, s'étaient mis très très vite dans un gouvernement en exil, hein, de la même façon que les Français libres. Donc, ils ont passé ce qu'on appelle le brevet de l'argot, qui est très reconnaissable parce que c'est un aigle, c'est un petit aigle polonais. Puis après, donc, ils ont fait pas mal de bêtises. Hein, ils ont failli faire sauter un pont écossais. Enfin bon, ils ont fait pas mal de bêtises. Et puis, ils ont été donc choisis pour être envoyés en Bretagne. Pour la plupart, ils sont partis en juillet, voire même pour Arbulot un peu plus tard parce qu'il a été parachuté avec une Jeep. Donc, ils ne font pas partie des tout premiers SAS à avoir été en Bretagne, mais ils ont été tous, puisqu'ils faisaient partie du 4e, en Bretagne, principalement sur le camp de Duhaut, ce qu'on appelle le camp du Haut, donc des côtes du Nord, côtes d'Armor. Et après, par la suite, donc certains ont été rapatriés à Londres, comme par exemple mon grand-père, pour servir de formateur, parce que l'idée des SAS, c'était d'être débarqués en Bretagne, et ils avaient des missions très précises, hein, de sabotage dans des tunnels, etc., des points vraiment névralgiques, et surtout de former les résistants. Et c'est là qu'ils ont eu le plus gros échec, c'est qu'en fait, les résistants ne tenaient pas leur langue, et que les camps ont très vite été démantelés et pris par les miliciens, voire même des SAS qui ont été tués dans un sac de couchage, en ce qui concerne Marianne, par exemple, parce que ceux qui faisaient les sentinelles des résistants, en fait, avaient trop picolé la veille, ils avaient fêté l'anniversaire de je ne sais qui, et voilà, et ça a mal tourné, quoi. Donc, ils ont été. Donc, mon grand-père, par exemple, est reparti pour être formateur, mais Arbulot et tous les autres ont été envoyés après dans la Loire, donc cette fameuse opération Spencer. Puis ensuite, une partie d'entre eux, pas tous encore une fois, il y en a la moitié qui dégraissent encore une fois et qui rentrent à Londres, et puis donc ils sont relevés. Et puis donc l'autre moitié part pour faire, notamment Arbulot, pour faire la campagne des Ardennes en Belgique. Ils ont eu un froid de canard, ils n'étaient pas du tout bien équipés et tout, et c'est vraiment ce qui les a marqués le plus. Et puis c'était compliqué parce que le front était très mouvant, les villes se faisaient prendre et reprendre régulièrement, donc en fait ils étaient toujours au milieu du feu. Ils n'étaient jamais derrière les lignes comme ils avaient l'habitude d'être, en fait, toujours rattrapés par un front par l'autre, et ils ont fini pour les derniers aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, donc là c'était un parachutage, ils sont retournés à Londres pour être parachutés, cette fois-ci pour empêcher, contrairement à ce qu'ils avaient fait en Bretagne, c'était tout l'inverse, empêcher et déminer en fait le fait que les canaux et les ponts au-dessus des canaux allaient être dynamités. Ils devaient partir après en Allemagne ou en Norvège, mais je crois qu'ils ont trop fêté la victoire à Paris, et du coup ça a sonné le glas de la fin des SAS français d'ailleurs, parce qu'ils ont aucun SAS français n'a fait après une autre opération. Vous pourrez peut-être aussi parler particulièrement de Paul Klein, hein, parce que c'est celui finalement dont le nom est le plus marquant en Calédonie, puisqu'il a eu un parcours particulier. Il a eu un parcours particulier, et entre autres, il n'a pas fait partie de ceux qui ont été parachutés sur la Bretagne. Lui, il fait partie justement du French Squadron, des Originals en fait. Alors, il était plus âgé. Pareil, velléité d'être aviateur, et reconnu comme aviateur ici. Donc, du coup, c'est ce qui lui a permis d'intégrer ce French Squadron. Et la fameuse photo de Zirnheld qui est en train d'écrire, enfin, qu'on dit qu'il écrit, hein, la prière du parachutiste, derrière, en fond, vous avez Paul Klein. Donc, lui, il a fait toutes ces gammes en Afrique du Nord, et pas plus, parce qu'il a été après, en Italie, il a été fait prisonnier et envoyé à la prison, en prison. Donc, il a fini la guerre à partir de 1943. Mais il a participé aux premières opérations. C'était vraiment un témoin de premier ordre quand moi, je l'ai interviewé, bien sûr. Il était terriblement amoureux de sa femme, donc il me parlait beaucoup plus de sa femme que de ses opérations. Bonjour. Moi, j'ai une question, mais elle est un peu personnelle. Il se trouve que mon grand-oncle Louis Piriou s'occupait du maquis de Plouisy. Et notamment, c'est une grosse histoire dans la famille, parce qu'on a eu des morts aussi. Et notamment, c'est les SAS qui avaient aidé, d'après mon grand-oncle, à libérer Guingamp. Est-ce que vous avez des informations
Ou est-ce que je suis trop... Ah oui, c'est vrai. Alors, libérer, c'est un bien grand mot. C'est toujours pareil. En fait, ce sont des opérations à chaque fois qui sont des opérations psychologiques plus qu'autre chose, parce que la Bretagne a été réellement libérée que tardivement, parce qu'il y avait des poches en fait allemandes qui sont restées jusque très tard. Donc voilà. Mais en effet, et ça alors, les opérations en Bretagne ont perduré jusque août ou septembre. Et donc, ça va loin. Ils sont restés longtemps en Bretagne. Mais oui, en effet. Alors, je pourrais retrouver, parce que c'est très compliqué votre question, pour une simple et bonne raison, c'est que les SAS fonctionnent comme ça. Ils ont été parachutés chacun pour une toute petite opération. Donc, en fait, ce que vous me demandez, c'est parmi les 1600 hommes de savoir peut-être le petit stick de 10. Qu'est-ce qu'il a fait, quoi, en fait, exactement. Donc, je peux le retrouver. Mais je vous avoue que je n'ai pas la mémoire de tous les sticks, y compris les Britanniques, les Belges, etc., puisque moi, j'ai bossé sur tout ça. Et d'autant plus que même, ils ont été jusqu'à les subdiviser par 3. Ce qu'on appelait les Queenie Parties, c'était un chef radio et 2 autres hommes. Et l'idée, c'était de tout petits sabotages et surtout donner un maximum d'informations sur les infrastructures. Donc, chaque parties en anglais, hein, chaque petit contingent avait sa petite opération et après faisait, j'ai envie de dire, c'était de l'opportunisme. Donc il faudra que je regarde plus précisément à Guingamp ce qui s'est passé et pour pouvoir vous dire qui exactement était là-bas et comment ça s'est déroulé. Mais je veux bien le faire, sans problème. Merci beaucoup, Fanny. Alors, je suis le délégué de la Fondation de la France Libre, organisme qui a pour mission essentielle la préservation de la mémoire de nos Français libres, justement. Alors, je sais que tu ne vas pas le faire, mais moi, je vais le faire. Je vais un peu parler de ton grand-père. J'ai eu la grande chance de bien le connaître, ton grand-père. Et d'ailleurs, avec lui, en 2005, la première chose qu'il m'a demandé, c'est de réactiver la cérémonie qu'on va commémorer demain, à savoir le ralliement de la Calédonie à la France libre. Cette cérémonie, elle était tombée en désuétude. Et Paul, avec le caractère qu'on lui connaît, il me dit « Michel, c'est pas normal, il faut me refaire cette cérémonie. » Bon, alors, on a refait cette cérémonie. Puis après, je l'ai connu de manière un peu plus intime. Je l'ai accompagné à la fin de sa vie. J'ai eu le triste privilège de diriger son dernier voyage. Et ce que je voudrais vous dire à tous, si vous vous intéressez à cette période et à ces hommes-là, eh bien, c'est de lire l'ouvrage qu'il a écrit, publié en 1989, et qui s'appelle « Paracalédoniens de la France libre ». Tous les parachutistes vont se retrouver dans cet ouvrage, surtout dans la première partie, où il raconte son épopée, son arrivée en Grande-Bretagne et l'instruction parachutiste. C'est un moment pour un para, c'est un texte à lire qui est émouvant, où on se retrouve profondément. Voilà, je vous remercie. Il y avait aussi, alors pour la petite anecdote, il y a beaucoup de SAS qui se sont retrouvés après mariés avec des Bretonnes. Ah oui, il fallait s'occuper aussi, hein, 2 mois c'est long. Et pour leur mariage, pour pas que la demoiselle après voit son homme partir en ayant été plus très honorable, on va dire, ils se sont souvent mariés dans les toiles de parachute qui étaient en soie de ces SAS, donc notamment Marie-Claire Chamings, etc. Et elles ont gardé leur robe de mariée. C'était très émouvant en fait de voir ça aussi. Et il y en a donc un au musée de Saint-Marcel, qui est une robe qui est mise en scène. À côté de ça, vous avez aussi les fameuses dagues, hein, puisque la dague, c'est l'arme représentative des SAS. Et je me rappelle d'avoir fait la visite avec un ancien qui me disait tu vois toutes les petites marques là sur ma dague, alors ça va parler hein, évidemment en militaire, mais moi à l'époque j'étais jeune, naïve, voilà. Il me dit c'est à chaque fois que j'ai dû l'utiliser, puisqu'ils avaient une technique qui était, c'est pour ça que la dague était aussi leur arme dans leurs armoiries, c'est qu'il fallait planter le couteau pour couper les cordes vocales en premier et ensuite tirer pour éviter que la personne crie et donc se faire repérer. Donc il m'avait montré cette dague avec toutes les petits coins qui étaient dessus pour me dire voilà à chaque fois que je l'ai utilisé, avec une certaine émotion d'ailleurs. Il n'était pas du tout insensible à ce qu'il avait fait. Il y a quelque chose que j'ai oublié qui est capital aussi.
les premiers soldats de la liberté à avoir posé le pied sur le sol de France, dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, eh ben, c'était nos parachutistes français des forces aériennes françaises libres. C'est pas rien quand même, ça. Oui, ce sont des SAS en plus. C'est pas dit, on parle souvent des bérets verts, mais en fait, c'est pas vrai. Ce sont les SAS, les rapports de mission le prouvent. La pérennité donnée plutôt à une arme française, c'est normal. Encore une fois, la politique prend le pas. Là, il fallait que ce soit les Français qui touchent le sol français en premier. C'est logique. C'est moi qui quantifie. D'abord, j'ai envie de vous dire ouf. Ça fait plaisir de se retrouver et puis nombreux pour une belle conférence. Je ne sais pas si la conférence sur les femmes calédoniennes était la dernière qu'on ait fait juste avant la crise. Mais en tout cas, ça fait plaisir de se retrouver sur ce format. Et puis pour quelle conférence avec un ancrage et local et international. Et puis une conférence qui nous replonge sur la Deuxième Guerre mondiale, mais qui en même temps est très vivante d'actualité, parce que beaucoup des choses qui ont été évoquées aujourd'hui, ce soir, sont encore très vivantes dans nos armées. Même si on n'a pas d'unité dite SAS, on a des forces spéciales qui sont totalement héritières de cette époque-là, avec un vocabulaire qui a été conservé, il fonctionne en stick, le format du béret ressemble beaucoup à ce qu'ils avaient à l'époque, etc. Intéressant également de voir les quelques anecdotes et puis ce que retient l'historien et ce que vous avez mis en valeur comme ce que la politique, ce que la légende veut qu'on mette en avant. On l'utilise souvent et le fait d'engager des forces spéciales, c'est évidemment avoir des effets stratégiques avec de petites unités, mais c'est aussi un message politique qui est renvoyé systématiquement. Et c'est aussi à ça que servaient les SAS. C'est toujours d'actualité. Quand on a engagé des forces spéciales en Afghanistan, quand on les engage sur un théâtre, c'est assumé par l'État qui les engage, mais c'est aussi un message qu'on envoie à notre adversaire pour lui dire voilà ce que nous sommes capables de faire et nous mettons ce que nous avons de meilleur, le plus beau joyau, pour faire une bascule dans les opérations. Donc merci beaucoup pour cette mise en lumière, cette mise en perspective. Je vois également qu'il y avait des techniques qui sont restées. Tu veux être aviateur, très bien, tu es volontaire, tu seras parachutiste. On utilise encore beaucoup ça pour ceux qui parlent anglais et qui se retrouvent de corvée. Voilà, merci beaucoup pour ce moment très agréable et qui non seulement nous a donné un bel éclairage et en plus nous redonne le goût à ces conférences. Enfin, j'espère que aussi nombreux que vous êtes, on vous retrouvera chaque fois sur les suivantes. C'est un bon signe de la reprise de la dynamique du trinôme académique. Merci d'y avoir contribué. Avec plaisir.